Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment vivre avec un enfant atteint de troubles du spectre autistique dans un pays, je cite, où les soins apportés aux personnes avec autisme ont plusieurs décennies de retard. Cette phrase, elle est extraite d'un livre admirable sur le sujet. Son autrice, Mintra Nui, elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un anniversaire, il est né un 15 septembre, Marco Polo, et c'est une star, vous le savez, des programmes scolaires, et Maguessel vous dira tout. Emma Guessel, qu'on retrouvera aussi à l'heure de la récré, direction Fort Boyard, mais Fort Boyard comme vous ne l'avez jamais vu. Et puis enfin, comme chaque semaine, nous retrouverons Sandra Ferreira, elle est nutritionniste et diététicienne. Sa chronique Plateau Repas, si vous vous demandez quelle quantité de nourriture donner à votre enfant, restez à l'écoute, elle va vous donner un truc absolument imparable. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Un enfant sans histoire, c'est le titre du très beau livre que publie en cette rentrée la journaliste et romancière Mintra Nui. C'est chez Actes Sud. Cet enfant sans histoire, c'est Paul, le fils de l'autrice, et il est atteint de TSA, trouble du spectre autistique. Son histoire, parce que désormais il en a une, elle croise dans le livre celle d'une autiste célèbre, l'américaine Temple Grandin. Mais le livre peut aussi se lire comme une enquête implacable sur le retard de la France en matière de prise en charge de l'autisme et sur toutes les souffrances que cela engendre. Mintra Nui, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je vais le dire une fois, puis je le répéterai peut-être, c'est en outre un livre qui est absolument saisissant par une écriture qui est absolument merveilleuse, y compris dans des passages qui sont des passages plutôt informatifs, puisque la journaliste qui sommeille en vous s'exprime dans le livre, et ça n'est pas le moindre mérite de ce livre. Il est dédié donc à Paul, Paul qui ne le lira pas, Paul c'est votre fils, petit Polo, il a quasiment 9 ans jour pour jour. Oui, en fait, il a même eu 9 ans, précisément le 6 septembre. Voilà. Donc aujourd'hui, 9 ans, une semaine, on va dire. Et quand il arrive dans votre vie, et vous en êtes saisi, il est d'une beauté frappante, dites-vous. Oui, c'est vrai que Paul était extrêmement beau, mais enfin, je pense que les parents sont peu objectifs par rapport à la beauté de leur nourrisson. Même quand il sort tout fripé, tout rouge, et que vraiment, il a l'air d'avoir été aplati par son long passage et pour sa venue au monde, on le trouve toujours beau. En l'occurrence, Paul était très beau et on nous a fait beaucoup compliments. C'est les gens qui vous le disent, c'est pas seulement vous. Oui, évidemment. Beaucoup, on m'arrêtait dans la rue parce qu'on était saisis par sa beauté. Et même, évidemment, j'ai eu un lot de chouquettes et de petites meringues dans toutes les boulangeries où je m'arrêtais avec Paul, qui, je pense, témoignait effectivement d'un certain attendrissement à son égard. Et petit à petit, il commence à avoir quelques comportements étranges, notamment autour du sommeil. Alors, c'est vrai que dès le début, Paul n'a pas dormi. Moi, on me disait, des enfants qui ne dorment pas, ça arrive. Il faut du temps pour qu'ils fassent leur nuit. Mais ensuite, en creusant, c'est vrai que Paul, il mettait beaucoup de temps à s'endormir. Et quand on s'endormait, il se réveillait. Et ensuite, quand il se réveillait, le nourrir ou le bercer ne suffisait pas. Il fallait parfois quasiment danser avec lui dans les bras pendant 1h30 pour qu'il ne pleure pas. Mais ça ne voulait pas dire qu'il allait se rendormir. Donc on était évidemment totalement épuisés puisqu'on avait des plages d'1h30, 3h, 4h30 pendant lesquelles il ne dormait pas pendant la nuit avant d'éventuellement fermer les yeux, mais de se réveiller ensuite de nouveau. 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard. C'est ça. Et vous êtes épuisé, alors on ne va pas tout raconter, mais comme ça, des indices se multiplient. Et à un moment donné, vous allez sur un moteur de recherche et vous tapez « enfant qui ne répond pas à son prénom ». Et c'est la première fois que vous voyez apparaître dans votre vie, le mot autisme. Personnel, j'entends, le mot d'autisme. Oui, tout à fait. En fait, c'est très simple de repérer un enfant autiste. Si à 18 mois, il ne pointe pas du doigt, il ne répond pas à son prénom, il ne vous regarde pas dans les yeux, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a il y a un gros retard. Et donc, très très probablement, il est autiste. Mais c'est ce que je ne savais pas, c'est ce que mon médecin n'a pas repéré. Et en fait, c'est une de mes amies avec qui on est parti en vacances, qui elle avait eu 3 enfants. Nous, c'était notre premier enfant. Donc on n'était pas aussi au courant, je pense. Là, on a un deuxième enfant. Bon, on voit tout de suite la différence. Ça n'a absolument rien à voir en termes de communication, d'interaction avec nous, de développement de manière générale. Et en même temps, autisme, ça ne veut rien dire. Ça veut dire plein de choses différentes. Ça va, et vous le citez dans votre livre du fils d'Églantine Émeillé, l'animatrice de télévision qu'on a reçue d'ailleurs ici même dans l'émission, et qui a un enfant qui est un peu comme votre Paul, polyhandicapé, qui à un moment donné s'est arrêté dans son développement tel qu'on peut le percevoir nous en tout cas. Oui, et dans le cas, je crois, du fils d'Églantine Émeillé, c'est parce qu'il a eu des AVC bébé. Ouais, donc là, je pense son cerveau a grillé en fait de ce fait. Et donc ça va jusqu'à l'autre personnage, pour le coup, qui est un personnage de votre livre, qui est Temple Grandin. Il faudrait dire Temple Grandin, je pense qu'elle est américaine. Tout à fait. Qui, elle,
va devenir docteur à l'université. Tout à fait, docteur à l'université, avec des particularités sensorielles qui peuvent être un handicap. Par exemple, elle avait beaucoup de mal à être touchée, mais qui peuvent être aussi un atout extraordinaire, puisque par exemple, elle pense comme Google Images, en fait. Si vous... Elle voit tout, elle décompose tout. Voilà. Ouais. En fait, nous, quand on vous dit, je ne sais pas, chaussures, vous voyez vaguement 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 chaussures. Elle voit toutes les chaussures qu'elle n'a jamais croisées dans sa vie, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, dans l'ordre chronologique, à la façon d'un film vidéo. Ouais. C'est extraordinaire. Si on arrive à en faire quelque chose, ça peut être extraordinaire. Et elle a réussi. Mais vous êtes une toute jeune maman et vous ne savez pas du tout si Paul... Oui, à 3 ans, en fait... dans quelle direction ça ira. Il y a une phase que vous décrivez très bien et avec beaucoup de pudeur et d'humilité. Vous culpabilisez. Oui. Il y a un truc qui ne va pas. Déjà, je pense que toutes les mères culpabilisent au départ, d'une manière ou d'une autre, pour leur enfant, quel que soit d'ailleurs son développement. Mais effectivement, je me dis, mais c'est étrange, il ne réagit pas comme d'autres enfants que j'ai connus. En tout cas, le fait qu'il ne dorme pas, le fait que ça soit si dur pour lui, à ce qu'il semble juste de vivre, quoi, de bouger. Il a l'air tellement tendu, ça a l'air tellement difficile. Donc moi je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais comme on va voir le médecin, qu'on lui demande à 3 reprises, mais est-ce que vous pouvez examiner Paul, on dirait qu'il ne nous entend pas, et qu'il l'examine, qu'il dit non, il n'y a aucun problème. Au départ, évidemment, on se dit, bon, c'est moi qui ai un problème. Et puis ensuite... Mais je vais peut-être aller vous citer ce passage. Alors moi, je vais citer un passage qui dit que si l'on veut tenter de se représenter les cas les plus sévères, puisque vous avez cité le cas de Temple qui voit plein de choses, il faut imaginer quelqu'un qui verrait les choses à travers un kaléidoscope et entendrait une radio brouillée par les parasites dont le bouton du volume est cassé, si bien qu'on passerait sans transition du ballon de baudruche qui vous éclate dans l'oreille au chuchotis à peine audible. Ajoutons à cela un constant état de terreur et de surexcitation lié au dysfonctionnement d'un système nerveux hypersensible. Pour Paul, cette cacophonie, elle va demeurer. Temple, on va en parler, elle va se frayer un chemin dans ce magma et vous alternez les 2 histoires. On va découvrir tout ça, si vous le voulez bien, mais juste après l'anti-sèche d'Emma, Emma Guessel. C'est un anniversaire qui n'entendra pas, Marco Polo. Il est mort depuis quelques années. Emma, bonjour. Bonjour. Mais c'est un anniversaire. Et peut-être que vos enfants portent d'ailleurs d'abord un jeu quand on parle de Marco Polo, mais c'est évidemment d'abord cette grande figure de l'histoire, ce marchand et voyageur vénitien qu'on étudie en cours. C'est une star dès l'école primaire, Marco Polo. C'est une star dès l'école primaire, oui. Et puis après, plus au collège, en 5e et en seconde. Mais alors, surtout parmi les grands noms de ceux qui ont voyagé, qui ont fait des découvertes, on connaît mieux, par exemple, Christophe Colomb que Marco Polo. Pourtant, Christophe Colomb s'est beaucoup inspiré de Marco Polo, dont il a lu les aventures dans ce livre que vous allez voir, c'est le livre des merveilles, qu'on appelle également le Devisement du monde, écrit par Rusticien de Pise. Alors pourquoi je vous parle de ce livre? Pourquoi vous parlez de ce livre, Emma? Eh bien parce que dans cet ouvrage, on découvre tous les voyages qu'a fait Marco Polo, toutes ses découvertes. Et la particularité, c'est que l'auteur l'a écrit alors qu'il se trouvait en prison à Gênes, avec Marco Polo. En fait, ils avaient été tous deux faits prisonniers pendant la guerre entre Venise et Gênes. Donc c'est un peu l'autobiographie de Marco Polo, couchée sur le papier par son voisin de prison. Et c'est grâce à cet ouvrage qu'on connaît son histoire. Ouvrage qui, toute proportion gardée, on est au Moyen-Âge, mais est un best-seller. En tout cas, il est très connu, cet ouvrage. Absolument. Il s'agit en fait du premier récit de voyage écrit en français qui donne une vision de la Perse, de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient. Alors comment Marco Polo arrive-t-il à aller là-bas? Eh bien, en fait, c'est une histoire de famille, puisque son père et son oncle étaient déjà de riches marchands vénitiens qui avaient voyagé en Chine pendant 15 ans. À l'époque, c'était un business énorme, parce que Venise, c'était un des ports les plus importants d'Occident. C'est d'ailleurs pour ça aussi que Marco Polo est une grande star, puisque des programmes scolaires, parce que ça permet vraiment de mieux comprendre... On a tous les échanges commerciaux, la route de la soie, des épices, etc. Ouais. Donc, le père et l'oncle de Marco Polo, après avoir voyagé en Chine 15 ans, ils reviennent. Marco Polo a 17 ans et il décide de l'embarquer avec eux pour un voyage en Chine. Et donc, il décide de repartir à Troie en 1271. Il traverse toute l'Asie centrale par la route de la soie. Et ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Mais oui, parce qu'en arrivant en Chine, Marco Polo rencontre Kublai Khan. Donc, le Khan, c'est le dirigeant de ce qui, à l'époque, est une partie de l'Empire mongol. Et Marco Polo va rester 15 ans à son service en Chine. Il va avoir plein de missions différentes qui vont l'amener à découvrir tout ce territoire en profondeur. Il va par exemple
raconter la découverte de pierres précieuses incroyables en Perse. Il va également s'intéresser aux épices en tant que marchand, bien sûr. Il va être aussi un des premiers Européens à voir de ses propres yeux le papier-monnaie qui existait déjà en Chine et qui n'existait pas encore à notre époque, donc en Occident. Donc pendant 15 ans, c'est dans ce territoire globalement inconnu qu'il vit. Il parle chinois, il parle mongol, il découvre un nouveau monde et il racontera même ses impressions de l'île de Cipango, qui est l'actuel. C'est le Japon. Japon, absolument. Et pourquoi il finit par rentrer? Le mal du pays, Emmanuel. Mais oui, il voulait retourner à Venise. On peut le comprendre, Venise. On peut le comprendre, magnifique. Mais pour cela, il lui fallait une autorisation officielle, parce que le Khan ne voulait pas le laisser partir. Donc il a fini par accepter, en échange d'une dernière mission, il devait escorter une princesse mongole promise aux dirigeants d'Iran. Et mission accomplie, ça lui a permis de rentrer à Venise. Je vous le disais au début, ensuite il a été emprisonné parce qu'il y a eu une guerre entre Gênes et Venise. Mais il a été libéré 3 ans plus tard et en fait il a fini sa vie riche parce que le livre fonctionnait vachement bien, qui était sorti entre-temps. Il a eu 3 enfants et puis il est mort paisiblement à l'âge de 70 ans en 1324. Merci. Voilà l'histoire de Marco Polo. Extraordinaire, merci beaucoup. Merci. Emma, on retrouve Mintra Nui, la suite du Grand Oral. Certains enfants qui présentent des TSA, des troubles du spectre autistique, font de tels progrès qu'au fil du temps, on ne les distingue plus des autres. Ces récits sont pleins d'optimisme et Mintra Nui les a lus avec avidité. C'est l'un d'entre eux qu'elle raconte en alternance avec l'histoire de Paul, son fils, l'histoire de Temple. Temple et Paul, les 2 faces, dites-vous, d'une même pièce. Vous m'avez fait remarquer juste avant le début de l'émission qu'on vous avait fait remarquer que Temple, c'est temple, T-E-M-P-L-E. Si on prononce Temple, on peut entendre tu aimes Paul, Temple. Oui, tout à fait. C'est l'écrivaine. Oui, tout à fait. L'écrivaine Brigitte Giraud. Qui vous a dit ça. Et qui m'a dit ça, qui m'a écrit cela. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de ce livre et ça ne m'était pas du tout apparu. Et je pense que sans doute, souvent lorsqu'on écrit, il y a une part consciente et puis il y a d'autres parts qui apparaissent plus ou moins et qu'on tire ensuite. Mais en l'occurrence, je n'avais pas fait le rapport entre Temple et Temple, mais il y a sans doute un lien inconscient. Pourquoi décidez-vous d'alterner ces 2 récits? Vous, l'histoire de Paul, cet enfant sans histoire qui maintenant en a une, votre fils, et celle de Temple? Bien, tout simplement parce qu'initialement, évidemment, raconter Paul n'était pas mon but premier. Le but premier, c'était de le sauver. C'était d'essayer de lui donner une vie, ou en tout cas de lui permettre d'accéder à la communication, au langage, à une forme de normalité, même s'il ne deviendra jamais entièrement normal. La question se pose de savoir qu'est-ce que c'est qu'être normal exactement, mais en tout cas pouvoir aller à l'école, pouvoir avoir une existence en fait qui soit, si ce n'est comparable à la nôtre, au moins indépendante, avec la possibilité d'entrer en relation avec d'autres êtres humains. Ça n'a pas été possible. Paul, qui est aujourd'hui à 9 ans, il ne parle toujours pas, il n'a aucune compétence préscolaire, il comprend ce qu'on lui dit. Et il peut communiquer avec nous grâce à une prise en charge qui a permis de lui apprendre à utiliser des images pour pouvoir communiquer avec nous. Donc, les enfants avec autisme sévère, comme Paul, en fait, on peut les faire progresser. Simplement, on ne peut pas les faire progresser jusqu'à les faire devenir absolument, semblables aux enfants ordinaires. Qui est quand même, il faut le dire aux parents, on peut les faire progresser au prix d'une énergie absolument considérable, parce que c'est vous qui devenez... Alors, l'aide existe, les soins existent, il ne faut pas non plus être complètement négatif, mais vous en êtes la grande organisatrice, la grande coordonnatrice, sinon il ne se passe rien. Oui, en fait, ça demande énormément Oui, bien sûr, ça demande des moyens financiers conséquents, parce qu'il faut employer des personnes qui sont formées, qui sont à peu près aussi rares que l'eau dans un désert de sel en France. Il faut de l'argent pour les payer. Il faut du temps pour pouvoir appliquer soi-même les enseignements que ces personnes vont tenter d'inculquer à vos enfants. En fait, c'est la personne principale qui passe du temps avec l'enfant, c'est évidemment les parents. Donc c'est eux qui doivent tous s'y mettre, mais l'école aussi éventuellement, ou l'institut dans lequel est votre enfant doit s'y mettre aussi. Donc c'est énorme en fait. Les parents, c'est un sacré stress test pour le couple aussi. Oui, alors vous en parlez, c'est pour ça que je me permets, c'est pas pour... 85% des parents d'enfants autistes se séparent. Beaucoup de parents, d'ailleurs, avec la naissance d'un enfant, sont des tensions. Mais là, ça devient tellement lourd, c'est tellement dur, c'est tellement violent. Ça fait tout ressortir et vous vous demandez, vous avez des pages là-dessus, un site de mémoire où vous dites, mais où est l'homme que j'avais c'est vrai. Tombée amoureuse. Mais je pense que c'est et peut-être que lui dit à peu près la même chose. Concernant, hélas. Voilà, je veux dire, ce n'est pas juste lui qui a changé et moi qui suis restée une sainte. C'est pas du tout le propos. Mais c'est vrai que du coup, le problème de Paul, c'est qu'il évolue très peu.
Donc, pour en faire le personnage d'une histoire, le héros d'une histoire, normalement, dans une story, comme disent les Américains, on part d'un point A, on part jusqu'à un point Z, il y a des épreuves, on les surmonte, plus ou moins, on se transforme, on évolue, on change et on devient un héros. Bon ou mauvais, mais on devient un héros. C'était pas le cas de Paul. En revanche, c'est le cas de Temple, en revanche. Tout à fait. Et elle, vous racontez toutes ces étapes qui sont assez exceptionnelles. On peut, à la fin, elle a un doctorat. C'est la success story, voilà. En fait, Paul, c'est la real story et elle, c'est la success story. C'est en effet le rêve américain. Quand on veut, on peut. Elle part du même point que Paul. C'est-à-dire, tous les deux, ce sont des enfants qui ne communiquent pas, qui ne parlent pas, qui jouent un peu avec leurs excréments, ce qui est extrêmement embêtant, et qui, dans le cas de Temple, parvient à accéder au langage grâce à une prise en charge qui en fait est très proche de celle qu'on a choisie. À l'époque, ça ne porte pas ce nom, le comportementalisme. Aujourd'hui, ça porte ce nom. C'est l'approche officiellement recommandée par la Haute Autorité de Santé, mais elle n'est pas en fait appliquée partout en France. Elle est très loin d'être appliquée en France. Il y a des batailles entre les psychanalystes, les psychiatres. En France, c'est assez terrible d'ailleurs. Le résultat de tout ça, c'est quand même une prise en charge désastreuse. Oui, en fait, le problème, c'est que la France est le pays qui a le plus de psychanalystes par habitant au monde. Donc, il y a une vision de l'autisme comme étant due à un traumatisme psychologique. Donc, le moyen d'aider un enfant autiste, ça va être, maintenant expliqué, puisque je suis d'abord tombée sur des personnes de cette obédience, de faire une psychothérapie parent-bébé. On m'a aussi également indiqué que sans doute le fait que j'étais d'origine étrangère avait dû jouer un rôle dans le traumatisme que vivait Paul. Parce que souvenir d'un trauma, etc. Parce que mes parents auraient quitté le Vietnam pour la France. Non, je précise, parce qu'on peut croire que c'est un propos... ouvertement raciste. C'est pas, en fait, c'était lié à l'histoire familiale. C'est juste le fait que mes parents sont partis d'un pays et en ont gagné un autre, et donc ça aurait créé un trauma qui manifestement ne s'est pas exprimé à travers ma sœur, mon frère ou moi-même, parce que nous parlons. Ça aurait sauté une génération. Voilà, et qu'en fait ensuite ce serait tombé sur Paul, et que du coup Paul, traumatisé par ce qu'il n'a pas vécu, ne parlerait pas. Mais en fait, tout ça ne marche pas très bien. Il aurait mieux fallu une approche plus... où il vaut mieux des approches, on ne va pas refaire le match. Mais... Quand on y repenche, de bon sens, toute bête, à savoir, si votre enfant il a besoin de plus de temps et de plus de répétitions pour apprendre ce que c'est que le tour de rôle ou pour apprendre à prononcer une syllabe, autant le lui apprendre. Autant le lui apprendre en adaptant en fait l'enseignement. La France a déjà été condamnée à 5 reprises par le Conseil de l'Europe pour discrimination à l'égard des enfants autistes, défaut d'éducation, de scolarisation et de formation professionnelle. Je vous cite, c'est page 48. Est-ce que ça a suffi à améliorer les choses? On va prendre une petite récré avec Emma, et c'est de cela dont on va parler avec Mintra Nui, invitée du Grand Oral. Pour l'heure, la récré. Elle me maudit, elle dit quand même me demander de faire une récré rigolote maintenant alors qu'on est sur un sujet grave, c'est pas sympa. Ouais, c'est pas sympa, mais c'est comme c'est la récré. Parfois, il y a des cours désagréables, il y a la récré, puis on repart sur un truc compliqué. Heure de la récré, vous nous emmenez dans un endroit que logiquement tous les enfants connaissent. Mais oui, si je vous chante tin 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 ta ta ta. Bravo. Extraordinaire. Bon, on a tous reconnu, Fort Boyard, bien sûr. Alors, on a tous déjà rêvé de visiter Fort Boyard, de faire partie de cette équipe qui fait Fort Boyard. C'est même une visite qui est très répandue en bateau, depuis La Rochelle. Ça, j'ai fait. Moi aussi, depuis Foura, on peut le faire même. Absolument. Donc, on fait le tour de ce joli fort et on revient. Normalement, puisqu'en septembre 2021, un YouTuber s'est infiltré carrément dans le fort pendant 2 jours pour tourner une vidéo. Il y est allé en kayak, puis il a escaladé les 20 mètres de hauteur du fort. Ce YouTuber, il s'appelle Max von Croft. D'accord, c'est pas un conseil qu'on est en train de donner à celles et ceux qui nous regardent, c'est interdit. C'est totalement interdit. Verboten, forbidden, tout ça. Absolument, ne le refaites pas. Et en fait, je vous en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, en fait, a lieu son procès. C'est tout à l'heure. Ah bah oui, voilà, il s'est fait prendre ce monsieur. Voilà, parce que la production a porté plainte à la suite de cette intrusion. Alors, il risque, c'est très sérieux quand même, jusqu'à 1 an de prison ferme et une amende de 15 000 €. Alors, pourquoi il l'a fait en dehors du défi ? Alors, on peut un peu comprendre. Il voulait visiter le fort, en dévoiler les secrets. Et franchement, j'avoue que c'est plutôt bien réussi. Déjà, la vidéo est toujours en ligne. Elle a fait plus de 600 000 vues. Et franchement, vraiment, force est de constater que, moi, j'ai regardé les 17 minutes complètement fascinée parce que c'est vraiment dingue de découvrir les coulisses. Il a tout filmé. On voit vraiment tout. Et c'est vrai que pour les fans de l'émission, et ils sont nombreux, c'est cool. Il y a genre moins 2 autour de la table. Ça fait quelque chose de voir tout ce qu'on ne voit pas habituellement à la télé.
En tout cas, à ne pas refaire, mais on apprend des choses. Bah oui. Est-ce que vous voulez une petite dernière info sur le fort que je ne savais pas du tout? Je ne savais pas que en fait, l'émission avait été adaptée dans 30 autres pays et ils viennent tous tourner dans le fort en France. Et alors, typiquement, dans la salle des boyards, vous savez, à la fin où on récolte les boyards, ils changent systématiquement l'alphabet pour que les joueurs puissent inscrire le mot code. Ah bah oui. Que les boyards tombent. Et alors, c'est là que c'est marrant. Par exemple, au Royaume-Uni, le père Fouras, il s'appelle The Professor. Logique. En Espagne, Pasmura et c'est Gorgorito. Quel accent. Et en Grèce, merci. Et en Grèce, Felindra, vous savez, Felindra, tête de tigre, c'est Carmen. Et la Carmen. Voilà. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you very much. Vous nous faites un petit coup de générique? Ok. Allez, grand oral. Bon, je suis désolé, on sourit, mais là, on va revenir à des choses... Je vais faire une transition. C'est vrai, j'en avais prévu une. Alors, allez-y. Non, ça me fait des vacances, c'est super. Je précise quand même qu'on reçoit Mine Traduit pour un enfant sans histoire, extrêmement beau livre, paru chez Actes Sud. J'allais dire qu'en fait, pour assurer une prise en charge convenable à un enfant avec autisme en France, à mon avis, il faut être encore plus performant que tous les champions de Fort Boyard réunis, voire que ceux de Koh-Lanta. La situation globale, elle reste plus que problématique. Vous donnez des chiffres, je ne vais pas tout dire, mais quand même quelques-uns. Seuls 20% des enfants autistes vont à l'école, 100% en Italie, 80% en Angleterre. Oui, tout à fait. Donc ça veut bien dire que c'est possible. Donc c'est possible et c'est sûr qu'il y a un grand problème. Alors je ne pense pas que tous les enfants avec autisme doivent aller à l'école. J'entends par là que mon petit garçon, par exemple, qui ne parle pas, comme je le disais, qui n'est pas à même de communiquer avec d'autres enfants, qui a beaucoup de mal dès qu'il y a du bruit, donc la cantine serait un enfer pour lui, une cour de récré serait un enfer pour lui, puisque sensoriellement, il ne peut pas supporter cette présence et ce bruit. Donc certains enfants, ils ont besoin d'un environnement protégé. C'est certain. Mais d'autres, et une bonne partie, et sans doute la majorité des enfants, ils ont leur place à l'école. C'est juste que l'école française, c'est une école de la performance. C'est une école élitiste. Je pense que ce n'est pas un sujet... c'est pas un scoop que je dévoile ici. Non. Voilà. Et d'ailleurs, je dirais que, ironiquement, mon mari, moi, mes parents, on est des très très bons représentants de la méritocratie républicaine, dans le sens où on a fait plein de belles études, des beaux diplômes. On est passé par Louis le Grand, Henri IV, Louis. Ma mère était à Polytechnique, mon père Centrale, traumatisé de ne pas avoir eu Polytechnique. Donc mon mari, il est normalien, agrégé, docteur. Bon, moi, j'ai fait que Sciences Po Paris. Que Sciences Po Paris pour mon mari, c'est l'équivalent, je cite, de pas grand-chose. Mais le trauma est peut-être là. Il est évident, si vous voulez, que voilà, on avait été élevés dans l'idée que voilà, quand on veut, en effet, on peut. Et je pense qu'avoir un enfant comme Paul, avoir un enfant dont on voit que ses capacités, quoi qu'on fasse, il peut progresser, mais il a 18 mois d'âge mental. Il aura peut-être, maximum 2 ans d'âge mental sur certaines de ses capacités. Eh bien, on se rend compte alors que la méritocratie républicaine, en fait, ce ne sont que des oripeaux... C'est une machine à massacrer, En fait, ce sont que les oripeaux d'un darwinisme sans foi ni loi. C'est-à-dire que si vous avez les capacités, si jamais... Vous pouvez être différent, d'ailleurs. Et c'est ce que montre Temple. C'est-à-dire que Temple, elle est différente, mais elle est différente de façon féconde. C'est-à-dire que si jamais vous avez une différence qui permet de faire monter la croissance, d'alimenter la croissance à 2 chiffres, à ce moment-là, vous serez accepté. Mais si jamais vous êtes comme Paul et comme 350 000 autres enfants comme Paul, puisqu'en France, il y a 700 000 autistes, 350 000 ne parleront jamais. Où sont ces 350 000 ? Eh bien, je vous annonce que comme il n'y a pas de structure, en fait, pour les accueillir, comme on ne sait pas trop quoi en faire, que la France ne met pas trop d'argent là-dedans parce que c'est compliqué, qu'on a 40 ans de retard. Il y a eu des plans autisme. Mais il y en a eu. Ils se succèdent, en fait, les plans autisme. Mais il y a différents problèmes qui sont, les histoires, en fait, par exemple, pour l'inclusion scolaire. Eh bien, en fait, on fait de l'inclusion un peu low cost. Parce qu'on se dit, bon, très bien, on va mettre plus d'enfants. D'ailleurs, de 20%, on va monter à 22, 23, 24, 25. Sachant que dans les 25%, avec il y pas a assez aussi... d'AESH ou des AESH pas assez formés, ou on en change 3 fois dans l'année, et des enseignants pas forcément formés, enfin bon, bref. Avec des AESH qui, en effet, auparavant avaient peut-être 3 enfants, maintenant elles en ont 4 ou 5 ou 6 ou 7. François Ruffin disait qu'il connaissait une AESH qui désormais avait 11 enfants. Si vous avez 11 enfants, éventuellement 11 handicaps différents, parce que là, on parle d'un handicap, mais il y en a évidemment des dizaines, voire des centaines. En plus, vous êtes payé au SMIC horaire, donc vous vivez sous le seuil de pauvreté, parce que quand vous allez d'une école à une autre, le trajet n'est pas payé. Vous n'avez aucune perspective d'évolution, donc je ne vois pas très bien, à part
une sorte de dévouement sacrificiel, eh bien, pourquoi vous continueriez alors qu'on ne vous donne absolument rien pour vous aider ? Beaucoup d'autres informations, mais surtout beaucoup d'autres sensations, beaucoup d'autres impressions. C'est un très très beau livre que cet enfant sans histoire, Mintra Nui, qui vient de sortir chez Actes Sud. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Vous restez avec nous. On va retrouver, c'est la séquence plateau repas aujourd'hui. Avec plaisir. Ça vous va ? Je louperai cette séquence pour rien au monde. On est d'accord. Emma, merci. C'est Sandra qui va nous rejoindre. Sandra, plateau repas. Sandra, bonjour. Bonjour. Notre diététicienne et nutritionniste pour ce plateau repas. Nouveau rendez-vous dans l'émission. Admettons que l'heure du déjeuner approche, c'est que vos enfants rentrent à la maison pour déjeuner et que vous vous posiez la question de savoir quelles sont les bonnes quantités à leur donner, les quantités qu'il faut pour qu'ils soient en bonne santé. Comment on fait pour connaître ces quantités ? Sandra, vous avez un truc imparable. Extraordinaire. Extraordinaire. Regardez-moi dans les yeux, là. Regardez-moi. Non, regardez-moi là. Là. Voilà. Extraordinaire. On va commencer par le basique avant d'arriver à l'extraordinaire. Oui, il y a toujours la théorie un petit peu. Toujours un petit peu de théorie. théorie. Déjà, il est important de savoir qu'il y a plusieurs manières de connaître les quantités, que tout ce que je vais dire, bien sûr, ne sont que des repères. Ne commencez pas à vous dire que c'est une règle stricte. Ce sont des repères. Un enfant, ça a l'appétit qui varie d'un jour sur l'autre, d'un repas sur l'autre. Mais au moins, je vais vous donner quelques petites pistes. Alors, comme je l'évoquais la semaine dernière dans ma chronique, effectivement, il y a la technique toute simple de l'assiette qui est divisée en un demi de légumes. Donc dans l'assiette, on met la moitié en légumes pour vos enfants. Le quart en ce qu'on appelle protéines, viande, poisson, œufs ou protéines végétales. Et le dernier quart, toute la famille des féculents, les pâtes, le riz, la semoule. Ça, c'est l'assiette globale. Mais moi, j'ai une super technique aujourd'hui, très simple, ludique, où vous n'avez pas besoin de la balance, pas besoin de peser. Et on a besoin pour cela de quelque chose que vous avez tous sur vous, c'est votre main. Les mains. Pour les mimines. Alors, par exemple, je fais une main hommage, clin d'œil. D'accord, non, oui, pardon. pas mal. faut fermer les doigts comme ça. Ouais. Voilà. Pardon. Donc, alors, on y va. Qu'est-ce que je fais avec ma main ? La quantité de fruits pour votre enfant, vous allez en gros lui demander de fermer sa main et la surface ici de sa petite main, puisque en fonction de l'âge, elle va être plus ou moins petite, ça va être la surface ça va être la quantité de fruits à lui donner pour le repas. Exactement. D'accord. Globalement. Donc un abricot s'il est petit. Et... Ouais, 2 abricots s'ils sont très petits. Voilà, ça dépend de la taille de la main, effectivement. Moi, là, très, Emmanuel, vous avez le droit à un peu plus de fruits que moi. Ok. Donc ça, c'est pour le fruit. Pour le fruit oléagineux, ce qu'on appelle les noix, les noisettes, tout ça. Ça va être le creux de la main, en fait. Votre enfant va faire comme ça avec sa main. Et le petit creux, c'est ce qu'il lui faut. D'accord. En théorie, bien évidemment. Les légumes. Pour les légumes, je rappelle que les légumes, c'est à volonté. Tant qu'ils sont nature, les enfants, on ne va pas les restreindre au niveau des légumes. Mais on va dire que au minimum, c'est bien de lui faire approcher ses 2 mains et que les légumes dans l'assiette, ça soit à peu près le volume des 2 mains jointes. Voilà, le volume qu'il y a dans la main. C'est génial, hein. Allez, on continue. C'est un peu ludique. Fruits, j'ai oublié quoi ? Fruits, légumes. Pain, le pain, oui. La main comme ça, la petite tranche de pain qui accompagne le repas, c'est la pomme de la main de votre enfant. Les féculents, très important, à chaque repas pour votre enfant, il a besoin d'énergie, il ferme la main. Le volume du féculent, c'est le point donc on fait une petite bosse qui ressemble à ça. Après. Fromage. Le petit fromage, c'est le pouce avec l'épaisseur du pouce de votre enfant. C'est un morceau comme ça, globalement. D'accord, un stick de fromage, quoi. Un stick de fromage, un peu ce qu'on donnerait finalement dans les cantines qui sont préemballées. Pour le beurre, parce que c'est important d'avoir une matière grasse, c'est la pulpe de l'index, tout simplement, globalement, mais une petite noisette. C'est la noisette, en fait. C'est la noisette. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on le fait avec la main, c'est plus rigolo. C'est plus rigolo, en fait, pour l'enfant même. Alors, attention, pour tout ce qui est viande, poisson, œufs, on sait que si on exagère pendant l'enfance, il y a des risques de surpoids, voire d'obésité à l'âge adulte. Donc là, pas de technique avec les mains. Il y en a pour les adultes, mais pas pour les enfants. C'est technique juste chiffrée. À 1 an, on donne 10 grammes de viande par jour. À 2 ans, 20 grammes, vous avez compris, hein, ça commence par le même chiffre. À 3 ans, 30 grammes, etc., etc. Donc finalement, un enfant de 10 ans, 100 grammes par jour, c'est un steak haché par jour maximum. Et à mon âge, ça fait... Oh là, j'ai 253 ans. Ah bah là... Je ne les fais pas, non? Pas mal, 2 kilos et quelques. Pas mal. S'il a envie de manger plus, l'enfant? Eh bien, on le laisse manger plus et qu'il a faim, tout simplement. On écoute toujours ses besoins. C'est des bonnes choses, quand on dit plus. Alors, quand on dit plus, c'est des bonnes choses. Si on a l'impression qu'il n'a pas faim et qu'il mange juste pour manger, ce que je vous conseille, c'est de prendre des assiettes et des couverts un peu plus petits. L'impression de volume va lui donner cette impression d'être rassasié. Ah oui, on m'a montré un truc pour les pâtes, comme ça, on sert en... Oui, comme ils font là. Effectivement, en fonction de la forme, etc., ça va jouer. Mais voilà, ça vous donne des petits repères sans jamais être strict.
On révisera, mais vous utilisez la main. Le langage des signes pour l'alimentation. Merci Sandra, c'est génial comme truc. Mintra Nui, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette quotidienne. Je rappelle le titre du livre, Un enfant sans histoire. Je précise qu'évidemment, si vous êtes concerné par ces situations-là, vous le lisez, mais c'est un livre pour tous ce que vous avez fait, pour tous et toutes. Voilà. Et on peut aussi d'ailleurs voir, il y avait un film HBO sur Temple avec Claire Danes, celle de Homeland, qui joue Carrie Mathison. Absolument. Et il y a des TED Talks de Temple aussi qu'on peut voir où elle s'exprime. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Merci. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui et je rajoute un remerciement évidemment à l'équipe, à Colline Hamel pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle est aussi en régie assistée par Roxane Sarfati. Au son, c'est Thibaut Goury-Lafont. À la réalisation, c'est Elisa Bernardo. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.